Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne J'ai rendez-vous avec vous. Aujourd'hui, l'interview porte sur l'aquaphobie et c'est Catherine Proto qui va nous en parler. Catherine, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous. Avec plaisir. Est-ce que vous pourriez expliquer aux spectateurs qu'est-ce que l'aquaphobie? Oui. Alors l'aquaphobie, c'est une panique en fait que la personne peut ressentir à partir du moment où elle est dans l'eau. C'est la différence avec la peur. Quand on parle de phobie, l'étymologie du mot phobie, c'est phobia, effroi, peur irraisonnée, état de panique ou incontrôlable en fait, où la personne n'a plus les réactions nécessaires, adaptées pour pouvoir réagir. Voilà, c'est la différence entre la peur et la phobie. Très bien, d'accord. Alors, l'aquaphobie, c'est donc une phobie, mais votre pratique, est-ce qu'elle a un nom particulier ou est-ce que on appelle aquaphobie pour le travail que vous faites dans votre accompagnement? Alors, moi, en fait, j'ai créé une méthode, j'ai une association qui s'appelle Nager dans le bonheur et je me suis spécialisée dans le domaine de la phobie de l'eau il y a 25 ans maintenant. Ça a été pour moi vraiment une évidence de partager le plaisir de l'eau que j'éprouve depuis toute petite. Et donc, voilà, la méthode, en gros, c'est la méthode Nager dans le bonheur, Catherine Proto, puisque j'ai créé un brevet fédéral en aquaphobie et relaxation aquatique pour former les maîtres nageurs en France sur cette problématique de l'eau qui touche énormément de personnes. D'accord. Donc, quelles sont les personnes qui s'adressent à vous? Quelles sont leurs problématiques, peut-être un peu plus dans le détail? D'accord. Alors, la problématique que je rencontre souvent, ce sont des personnes qui m'appellent en me disant voilà, moi j'aimerais pouvoir nager où j'ai pas pied, mais je suis incapable de me laisser aller. Je sais nager, mais dès qu'il faut aller loin, en profondeur, je peux paniquer et me noyer. Ensuite, j'ai des personnes qui me disent que tout le monde sait flotter, sauf elle. Tout le monde flotte, mais elle ne peut pas ressentir ce lâcher-prise de se laisser aller, que ce soit sur le dos ou sur le ventre. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent en me disant « je suis incapable de mettre mon visage dans l'eau ». J'ai une peur panique de l'eau sur mon visage, je ne sais pas gérer ma respiration, donc voilà. Et d'après les statistiques, il y aurait une personne sur 5 qui est touchée par l'aquaphobie. On parle de la France, mais pour avoir voyagé un petit peu dans le monde entier, en fait c'est bien plus que ça. Il y a des continents, il y a des cultures, il y a un tas de pays où on nage pas. Et ce qui paraît paradoxal, c'est que ce sont souvent les insulaires qui ne sont pas des aquatiques. Voilà. Même les pays où il y a la mer autour ou de l'eau autour. Oui, d'autant plus. Par exemple, j'ai fait beaucoup de stages en Corse. Il faut savoir qu'en Corse, les personnes sont plutôt montagnards. Donc, à l'origine, les ressources venaient de la montagne. Et donc, pour la petite histoire, les femmes héritaient des maisons en bordure de mer qui n'avaient aucune valeur. Et les hommes héritaient des maisons à la campagne, à la montagne, où il y avait des ressources alimentaires, s'il y avait quoi que ce soit. Il faut se dire aussi que quand on habite au bord de l'eau, les dangers viennent de la mer souvent. Donc c'est la peur à l'époque des envahisseurs, mais c'est dans l'inconscient collectif, mais c'est aussi la peur des tsunamis, la peur des raz-de-marée. Donc les personnes qui vivent dans les îles d'une manière générale, si on prend les dom-toms pour nous, pour la France, à part en Polynésie, les gens ne savent pas nager. Donc ils se trempent. Vous allez en Guadeloupe, vous voyez des gens qui parlent avec de l'eau jusqu'au bassin, qui vont parler pendant des heures, mais dès qu'il s'agit d'aller vraiment nager, non, je ne sais pas nager en fait. En Polynésie, c'est différent, parce que sur un plan culturel, les personnes en fait pêchent à main nue et les enfants par mimétisme font comme leurs parents.
Donc c'est pas forcément qu'ils savent bien nager, mais par contre ils ont le culte de l'eau. Ils savent que leur corps remonte, que leur corps donc flotte, et ils ont des mécanismes au niveau de la respiration qu'ils apprennent tout petit, qui se mettent en place tout petit, qui fait que c'est naturel. Voilà. Et j'ai vécu en Indonésie pendant 2 ans. Hein, j'ai vécu à travers les îles en Indonésie et à Bali. Et je me suis rendu, il y a de l'eau partout. Le premier taux de mortalité là-bas infantile, c'est la noyade. D'ailleurs, la noyade est quand même après les accidents domestiques et le deuxième taux de mortalité infantile à travers la planète. Et donc, en Indonésie, ben, c'est pareil en fait, hein, les gens ne savent pas nager. Alors, vous voyagez en Thaïlande, les gens ne savent pas nager. Donc, culturellement, ils se trempent, mais ils ne vont pas se baigner avec le culte du bienfait, des bienfaits de l'eau pour le corps, la natation, etc. etc. D'accord. Voilà. L'Afrique, c'est pareil. En Afrique, j'ai beaucoup que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique du Sud, d'une manière culturelle, on ne nage pas. J'ai eu des femmes qui venaient du Burkina Faso, etc. Là, c'était pire, on leur racontait des histoires, ou s'ils s'approchaient de l'eau, parce que l'eau est précieuse quand il y a des réserves, etc. Ils allaient être aspirés, ils allaient mourir, enfin bref. Donc, on ne touche pas à l'eau, en fait. Voilà. Ce qui fait qu'au lieu d'être une source de plaisir, de bien-être, eh bien, c'est tout le contraire, en fait. Voilà. Alors Catherine, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous en êtes arrivée, vous, à avoir envie justement d'aider et d'accompagner les personnes et puis ensuite à créer cette méthode? Quel a été votre parcours? Alors mon parcours est simple, j'ai commencé à nager très jeune. Enfant, j'étais à Paris. J'ai été élevée par une nourrice jusqu'à l'âge de 8 ans, mais ma mère avait une phobie de l'eau puisqu'elle est née en 1941 en pleine guerre. Et à l'époque à Paris, lorsqu'il y avait des bombardements, les gens descendaient dans les caves. Et ma mère a toujours eu bon, déjà, on sait qu'il y a des liens avec la vie fœtale. Donc, elle a déjà engrammé, à l'époque de la vie fœtale, cette panique, déjà dans le ventre de sa mère. Et tout ce qui lui rappelait l'humidité, en fait, des caves, etc., provoquait chez elle des crises d'asthme. Et donc, elle a eu une phobie de l'eau toute sa vie. Et elle n'a pas voulu me transmettre cette phobie. Donc à l'âge de 5 ans, elle m'a inscrite en club de natation. Et j'étais très seule enfant. J'ai eu une enfance un petit peu difficile parce que mes parents travaillaient énormément. Et jusqu'à l'âge de 8 ans, donc j'ai été placée en nourrice. Mais mes seuls moments de refuge où je me suis sentie vraiment en reconnexion, c'était dans l'eau. Et donc j'ai eu un amour de cette eau. Ça a été mon élément refuge. Depuis toute petite, l'âge de 5 ans ça a commencé et j'ai grandi assez vite, j'étais grande, j'avais une aisance aquatique où j'avais la sensation de retrouver mon élément en fait. Ça a été quelque chose d'immédiat et pendant toute ma vie l'eau m'a sauvée. Donc j'ai nagé jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai fait de la compétition. Alors je détestais la compétition, mais par contre j'ai toujours eu une aisance à être sous l'eau. Déjà toute petite, je pouvais nager sous l'eau. Les entraîneurs me disaient c'est là où que ça se passe, faut du résultat. Moi j'étais bien sous l'eau. J'ai tout de suite une osmose avec cet élément qui m'apaisait, qui me réconfortait. Et ça va encore plus loin, j'ai eu l'impression que l'eau était ma deuxième mère. Donc je lui parlais, je me confiais, même en nageant, j'étais chez moi en fait. Et puis, donc j'ai fait de la compétition, je vous dis, jusqu'à l'âge de 17 ans. Le côté performance ne m'intéressait pas du tout, je voyais pas le sens du défi, mais ça m'a quand même donné le goût de l'effort. Je me sentais très bien après les entraînements, puisque quand on nage comme ça, c'est quand même 3 entraînements par semaine d'1h30. Plus les compétitions le week-end. Et puis en grandissant,
J'ai toujours gardé un contact avec l'eau. Mes parents, les seuls moments vraiment de plaisir que j'avais avec eux, c'était l'été en bordure de mer. Donc on allait très fréquemment à la presqu'île de Gien, ma mère adorait Gien, et la Corse. Et puis plus petite, ma nourrice m'emmenait dans la Manche. J'allais dans la presqu'île de Cotentin, je suis allée beaucoup en Normandie. Donc en fait j'aime beaucoup l'élément naturel, la mer, les océans, etc. Et ça a toujours été, ça a été toujours vital en fait pour moi, d'être au bord de l'eau. Donc mes sources de plaisir étaient en lien avec l'eau, avec mes parents. Et puis là, je me suis mariée assez jeune. Je suis rentrée dans le domaine de la restauration, puisqu'avec mon premier mari, on était restaurateur. Et à l'âge de 24 ans, j'ai vécu une expérience de mort imminente en accouchant. J'ai revu toute ma vie défiler. Et à partir de là, j'ai eu une prise de conscience radicale. C'est-à-dire qu'en une journée, j'ai changé de vie. D'accord. Et ce jour-là, j'ai choisi de remettre ma vie au service d'eux. Et pour moi, ça a été un parcours de compréhension, quels étaient mes talents, pourquoi j'étais faite, quel était le sens que je pouvais donner à mon âme en étant utile pour les humains. Et ce qui est venu très naturellement par des rencontres, c'est de revenir à l'eau. Et donc je suis devenue tard, parce que j'avais déjà 30 ans quand j'ai passé mon diplôme de maître nageur. Je suis revenue à l'élément eau à travers donc la pédagogie de la natation. Et très vite, en étant maître nageur, comme j'avais déjà été chef d'entreprise, en fait, il a été évident de me mettre à mon compte, de créer une association et de me rendre utile, non pas dans l'aspect compétition, entraînement, mais apporter ce plaisir que je ressens dans l'eau, ce bien-être aquatique aux gens qui n'ont pas accès. Voilà. Donc, je me suis spécialisée dans le domaine de l'aquaphobie directe. Et je me suis surtout rendu compte, quand j'ai pu enseigner l'aquagym, l'aquabike, etc., qu'il y avait énormément de personnes qui n'étaient pas à l'aise dans l'eau. Donc, en aquagym, je voyais des femmes, dès qu'elles avaient 2 gouttes sur le visage, « Ah non, je peux pas », des frites, « Ah moi, je peux pas aller où j'ai pas pied ». Et je me suis dit, waouh, mais le nombre de personnes qui ne sont pas à l'aise, j'avais pas pris conscience de ça. Et puis au fur et à mesure de l'enseignement, d'une manière globale et surtout le fitness aquatique, ça a été une évidence. Voilà. Donc je suis devenue formatrice très vite. J'ai créé une méthode par observation et intuition. Et à force d'observer les comportements des personnes dans l'eau, à l'époque, il n'y avait pas de formation dans ce domaine. Donc j'étais un peu seule au monde. Et l'idée, c'était, observe ce qui se passe, quelles sont leurs réactions. Pourquoi cette personne n'arrive pas à s'allonger sur le ventre? Pourquoi elle n'arrive pas à s'allonger sur le dos? Ça paraît tellement facile pour quelqu'un qui est à l'aise dans l'eau. Pourquoi cette sensation d'étouffement comme ça sur le visage? Et donc, je me suis passionnée par ça. Et à force d'observation et d'intuition, j'ai créé cette méthode. D'accord. Voilà. Alors, dans votre méthode, dans la méthode que vous avez créée et dans l'accompagnement que vous faites, quelles sont on va dire les parties, si on peut dire comme ça, à qui ça s'adresse, qui vient vous voir, si vous pouvez un peu pour nos auditeurs qui se disent moi j'ai cette phobie, donc comment est-ce que Catherine pourrait m'aider, et voilà, pour préciser un petit peu. Alors, tout d'abord, quand les gens m'appellent, souvent, les questions que je pose, qui ont créé ma méthode, en fait, c'est qu'est-ce qui vous fait peur dans l'eau? Est-ce que c'est la peur de mettre votre visage dans l'eau? Est-ce que c'est la peur de flotter sur le ventre ou sur le dos? Ou est-ce que c'est une panique en profondeur? Donc déjà, ça permet d'orienter la personne pour l'aider en fait à répondre. Et souvent j'ai des réponses du style moi c'est les 3 en même temps, ou c'est vraiment le visage dans l'eau parce que petite
On m'a mis le pommeau de douche sur le visage. Il y a beaucoup de personnes qui ont été traumatisées, des enfants qui font des colères et on leur met le pommeau de douche sur le visage comme ça. Ok, donc quand je me suis rendu compte de ça, j'ai mis en place en fait, et puis il y a eu des rencontres aussi avec d'autres professionnels, entre autres la méthode du saladier de Pierre Grunberg, qui est un maître nageur qui intervenait au Grand Hôtel de Saint-Jean-Cap-Ferrat, que j'ai rencontré lors d'une formation et qui s'est spécialisé dans la respiration aquatique parce qu'il était aussi kinésithérapeute dans le domaine de la respiration. Et il a créé une méthode avec un saladier rempli d'eau. Et puis il m'a transmis cette méthode en me disant, ben voilà, je te donne l'autorisation de pouvoir transmettre ça. Ce qui est assez pertinent parce qu'en fait, on va commencer à respirer dans un saladier. Alors ça paraît très drôle comme ça, mais en fait, on n'est pas submergé par l'eau immergée. Donc les personnes n'ont pas froid, on se met autour d'une table et on va commencer par des ablutions. Donc là, on va apprivoiser la respiration aquatique avec des exercices progressifs. Et en fait, les gens y arrivent. Et tout le monde y arrive. Et en plus, d'une façon ludique. Donc toute ma méthode est basée sur le jeu et le côté ludique. On démystifie la peur. On apprivoise la peur. Ça, c'est important. C'est fondamental. Bien sûr. Fondamental. Donc en fait, ce que j'essaie de faire ressentir et de retrouver en chacun, c'est l'enfant intérieur. Bien sûr. C'est par l'enfant intérieur qu'on va arriver à se dépasser. Et avant ça, je pose la question à tout le monde, qu'est-ce qui vous fait peur dans l'eau? Donc souvent c'est le visage, la respiration, la flottaison, l'immersion, etc. Et après, quelle est l'origine de votre peur? Donc chacun va raconter son histoire d'une façon brève, mais c'est un moment qui va leur permettre en fait de pouvoir mettre des mots et de pouvoir être entendus dans un contexte de sécurité, de respect, parce que ces personnes souvent, quand ils arrivent, il y a une boule au ventre qui est terrible. Il y a des gens qui n'ont pas dormi de la nuit, il y a des gens qui ont la diarrhée, des pleurs, enfin bref. Donc il y a un facteur émotionnel qui est très 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 fort dans ces moments-là. C'est là où on voit que c'est véritablement de la phobie et non pas juste une petite peur. Exactement. Comment d'ailleurs on reconnaît, parce que j'ai des gens qui me disent, vous savez moi, voilà, je sais nager, mais alors dans tel contexte, je panique et je peux me noyer. Ok, à partir du moment, c'est là qu'on sent qu'il y a la phobie, il y a la peur ou la phobie. À partir du moment où il y a panique, il y a phobie. C'est-à-dire que la personne se sent en danger, insécurisée, et elle a des réactions inappropriées qui vont faire qu'elle se met elle-même en danger. Ça, c'est important de le souligner parce que je pense que pour les auditeurs, vont pouvoir déjà faire la différence entre juste une petite peur ou véritablement une phobie. Tout à fait. J'ai des gens qui même me disent, vous savez, moi je ne suis pas phobique, mais dans cette circonstance-là, voilà, il m'arrive ça. Et donc je réponds, voilà, parce que la phobie de l'eau, ça paraît énorme, parce qu'en réalité, tout le monde aime l'eau. Tout le monde est attiré par cet élément. L'eau, c'est la vie. Donc sans eau, il n'y a pas de vie. Et donc tout le monde a envie d'aller dans l'eau, être à l'aise dans l'eau. Et le mot phobie de l'eau est très fort. Donc j'ai beaucoup de personnes qui me disent non mais moi je suis tellement attirée par cet élément, vous savez je ne suis pas phobique. Mais voilà, et l'histoire derrière. Dans certaines circonstances on peut l'être. Voilà, exactement. Et c'est là qu'il faut se faire aider en fait. Très bien. Alors quels sont les différents exercices que vous proposez selon que ce soit une phobie de mettre la tête sous l'eau ou de faire la planche, etc. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, donner quelques exemples d'exercices spécifiquement pour certaines demandes? Tout à fait. Alors, donc la respiration, comme je vous ai dit, donc on commence à faire des ablutions dans l'eau, souffler par la bouche, par le nez, etc. Après, on le met en pratique, que ce soit en mer ou en piscine, puisque moi, mes stages se pratiquent ou en mer ou en piscine. Ensuite, on aborde, avant d'aborder la flottaison, en fait, dans la pédagogie de la natation, nous avons la respiration, l'immersion, la flottaison
et l'équilibration, puisque dans l'eau, le corps bouge. Hein. Et après, en dernier lieu, on a la propulsion. Et souvent, les personnes qui viennent me voir, qui ont déjà fait des démarches pour apprendre à nager, on les a abordées uniquement dans le domaine de la propulsion. Or, avant de se propulser, c'est-à-dire de nager du point A au point B, de se déplacer dans l'eau, il faut sentir l'eau. Donc moi, dans ma méthode, j'amène beaucoup de jeux d'immersion. On va aller chercher des objets sous l'eau, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne peut mettre son visage dans l'eau, elle va pouvoir s'amuser à aller sous l'eau. Il y a un exemple qui est flagrant, ce sont les enfants. Un enfant qui est aquatique passe son temps sous l'eau. Et l'été, comme j'ai des écoles de natation sur la plage, j'ai des parents qui viennent me voir en disant « Oui, ça suffit, il passe son temps sous l'eau, moi je veux qu'il nage sur l'eau. » Ok, en fait, si ton enfant est bien sous l'eau, c'est qu'il est déjà aquatique, il a déjà compris les mécanismes de la flottaison, il a compris que son corps remonte, donc la poussée d'Archimède, il a intégré la respiration, et tant mieux. Se mettre en apnée. Mais oui, apnée réflexe qu'on a en fait tout petit, puisque les bébés nageurs, c'est ce principe, avant l'âge de 9 mois, chaque enfant a encore cette apnée réflexe. Et donc le principe, c'est que l'enfant, au lieu d'avaler l'eau ou d'inspirer l'eau par le nez, va bloquer sa respiration et pouvoir rester sous l'eau. Mais ça, on l'a tous connu, c'est juste qu'on a oublié. Donc dans cette méthode, on va retrouver ces sensations. Donc j'amène beaucoup de jeux d'immersion, donc aller chercher des objets, s'amuser à descendre sous l'eau, aller poser ses fesses au fond, remonter, etc. Et ensuite, on va pouvoir aborder la flottaison, c'est-à-dire s'allonger sur le ventre. C'est pas une mince affaire. Et donc là, j'utilise encore des jeux, c'est-à-dire on va aller avec très peu d'eau même, s'accroupir pour aller vers le bord. Si c'est en piscine, aller vers des marches ou aller vers une échelle. Mais là, pour certains, c'est vraiment la sensation de partir au fond. En fait, là, ça touche ce qu'on appelle les réflexes archaïques de la peur de tomber. Vous savez, avec un bébé, pour voir si le pédopsychiatre voit s'il a tous ces réflexes. Quand on va lâcher le bébé, il fait ça. Eh bien, chez les aquaphobes, je retrouve ces mêmes sensations. C'est comme si ils allaient tomber au fond et s'éclater par terre au fond. La sensation est celle-ci. Donc pour enlever ça, on va amener un tas de jeux. Donc là, c'est des challenges. Donc là, c'est à travers des exercices de jeu que la personne va se lâcher. C'est pas si simple. Et le dos. Alors le dos, pareil, avec très peu d'eau, en fait, on va commencer à les faire ressentir. Là, c'est vraiment le lâcher prise. C'est la position aussi en arrière, donc je ne maîtrise plus rien. Je me laisse porter par cet élément, ce qui est si bon pour ceux qui savent. Et là, c'est vraiment, je m'abandonne en fait à l'élément. Donc là, on va les amener, mais c'est plus par des sensations très subtiles, par des portages aussi, puisque moi, je prends beaucoup les gens dans mes bras. Et en fait, souvent, ce qui manque le plus aux humains, c'est le contenant. C'est avoir été pris dans ses bras et sécurisé. Et donc c'est ce que j'amène aussi dans mes formations, c'est ce qui touche plus la relaxation aquatique, c'est se relâcher, s'abandonner presque dans les bras d'une maman ou d'un papa bienveillant qui va me porter dans l'eau et me cajoler dans l'eau, et au fur et à mesure je lâche mes propres appuis pour que la personne, waouh, elle puisse se laisser flotter elle-même. Exactement. Et là, on touche vraiment le subtil. Et il y a des réparations qui se font sur le plan cellulaire qui sont vraiment très très fortes. J'allais vous dire, dans ce genre de pratique, on va aussi toucher en grande partie à l'inconscient et à l'histoire de vie de la personne selon les chocs émotionnels qu'elle a pu avoir, conscients ou inconscients. Complètement. Après un stage, il y a des transformations de vie. J'ai des personnes qui osent s'affirmer, qui demandent des promotions, qui changent de travail, qui divorcent. J'ai des femmes qui, d'un coup, en fait, ont des révélations de stop au niveau du sacrifice, enfin, surtout sur le plan féminin profond, je dirais, le féminin sacré.
Et donc on voit vraiment des changements de vie significatifs. J'ai aussi des biathlètes qui viennent me voir, donc des sportifs de haut niveau, des marins qui viennent me voir. Là, c'est plus au niveau des hommes qui veulent devenir triathlètes, donc qui savent faire du vélo, ils savent courir, mais l'eau, alors en milieu naturel, on n'en parle même pas. Aller nager en mer, c'est beaucoup plus anxiogène, ou dans un lac qu'en piscine. Il faut savoir qu'il y a même chez les maîtres nageurs sortis de leur piscine, des maîtres nageurs qui ne sont pas bien du tout dans l'eau de mer et en lac, en milieu naturel. Donc souvent quand j'interviens dans le cadre des formations de maîtres nageurs, parce que bon, l'aquaphobie, parfois ils me regardent genre de quoi elle nous parle celle-là, puisque c'est des super caïds de la natation. Et la première question que je pose, vous les grands nageurs, vous vous retrouvez sur un voilier au large, il fait un peu sombre, on ne voit pas le fond. Qui c'est qui est super à l'aise, qui saute, qui nage, qui revient, etc. du bateau? Et là, vous voyez des réactions, ouais, bon. Et un jour, j'ai un maître nageur à Antibes qui fait, oh, peu cher, moi, je supporte pas cette situation. Non, moi, sorti de la piscine, je peux pas. Et c'est quelqu'un de connu, ça m'a fait sourire. C'est un sportif de très, très haut niveau qui ne peut pas nager en mer. Et quand je fais mes formations, justement, au brevet fédéral aquaphobie et relaxation aquatique, je les fais aussi en mer et je vois le comportement de la différence. Ah oui. C'est impressionnant parce que là, il y a tout l'imaginaire. Qu'est-ce qu'il y a sous l'eau? Les mammifères marins, les monstres marins, les algues, les poissons. Et alors, tous les films qui sortent. Bien sûr. N'ont rien arrangé au fil des années. À chaque fois que je vois un film où ça parle de requins, je me dis waouh, le nombre d'aquaphobes qui vont m'appeler, et c'est vrai. Oui. C'est vrai. Oui, bien sûr. Hein, les dents de la mer, ça a fait de gros dégâts. Après, il y a eu le Titanic aussi. Hein, les naufrages de bateaux. Derrière ça, le nombre de personnes qui se sentent concernées. Donc ça, c'est plus l'inconscient collectif. Donc là, c'est plutôt, voilà, quels sont les dangers qu'il y a dans cet élément que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. D'accord. Alors, quels ont été les plus beaux changements? Vous nous en avez déjà énuméré quelques-uns pour certaines femmes. Quels seraient les plus, on va dire, les plus significatifs, les plus beaux aussi, changements que, au fil de votre carrière, vous avez pu voir? Alors, j'avais quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. C'est une femme qui a eu une grosse phobie. Elle a mis plus d'1 an pour arriver à s'allonger sur le ventre. C'était dans les premières années où j'exerçais, donc j'avais pas encore vraiment les exercices aussi efficaces qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui en fait je lis le corps. Quand je vois le comportement de quelqu'un, je vois tout de suite où est la problématique. Et cette femme donc n'arrivait pas à s'allonger, donc elle fait un stage, 2 stages, 3 stages, parce que je travaille sous forme de stage, ou de séances hebdomadaires après un stage. Et donc elle n'y arrivait pas, et puis un jour elle lâche prise, et enfin elle peut s'allonger. Et après ça a décliqué. Elle avait une piscine chez elle, donc dans la région là, du Var, et un jour son mari m'appelle, quelques mois après le dernier stage où vraiment elle avait réussi à nager, etc. Et il me dit: Catherine, j'en peux plus, ma femme nage tous les soirs jusqu'à 23h30, tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle sorte de l'eau? Donc ça a été pour elle comme une revanche. Ouais. J'ai eu tellement d'années de frustration que maintenant je veux nager. Et c'est fréquent. Donc j'ai des gens qui s'inscrivent, etc. Et puis j'ai une autre anecdote, ça c'est juste magique. Souvent quand les personnes sortent de cette phobie de l'eau, ils ont envie de voyage, ils ont envie de bateau, et surtout, et souvent, ils ont envie de nager avec les dauphins. Et ça, c'est mon monde. C'est-à-dire que moi, je me sens plus proche des mammifères marins, des dauphins et des baleines que des humains. Donc, j'organise des séjours où j'emmène les gens nager avec des dauphins en liberté
donc en Égypte, à Sataya. J'organise des séjours aussi sur des bateaux où on va en Grèce. Mon rêve, c'est la Polynésie, et donc les Caraïbes. Et donc, l'instant magique, c'est quand la personne, pour la première fois, arrive à faire du snorkeling, donc avec un masque et un tuba et des palmes, et observer ce qu'il y a sous l'eau. Donc déjà, je commence à Théoule-sur-Mer, puisque on fait des séances avec les palmes, les masques et les tubas. C'est déjà énorme, parce que de voir un petit poisson, alors qu'on n'a jamais pu aller observer ce qui se passe sous l'eau, pour eux, c'est grandiose. Mais alors, quand on se retrouve au milieu de centaines de dauphins qui jouent, qui tournoient, qui sont autour de vous, qui viennent vous voir, qui repartent, etc., là, c'est un très grand moment pour un humain. C'est vraiment un changement radical à l'intérieur. J'entends. Vraiment un changement radical à l'intérieur. J'entends bien, parce que j'ai eu la chance d'aller nager avec les dauphins en Israël, à Eilat, avec des dauphins semi-sauvages, 3 fois en 15 jours. Donc oui, c'est quelque chose qui est très, très puissant. C'est phénoménal, c'est vraiment phénoménal de pouvoir partager en fait, parce que là on est vraiment dans l'eau, mais avec le jeu, parce que les dauphins, c'est l'énergie de la joie. C'est l'épicurisme dans toute sa splendeur, parce que les dauphins passent leur temps à jouer, à faire l'amour et à manger. Voilà. Bon, entre nous, si on prenait l'exemple là-dessus, je pense que l'humanité irait mieux. Hein. Et les baleines. Alors les baleines, ça a été pour moi un grand moment à Hawaï. À chaque fois que je parle des baleines, j'ai les larmes qui montent. Les baleines, c'est l'amour. C'est l'amour à l'état pur, c'est toute la sagesse de l'humanité. Et ce qui me touche, c'est que, en fait, elles font un travail phénoménal au niveau de la planète. On est sur la planète de l'eau. Et la vibration qu'elle dégage à travers l'eau, à travers les océans, je suis convaincue que c'est elles qui maintiennent la planète. Vraiment. Je crois qu'il y a des études qui sont faites. J'ai vu passer un reportage il n'y a pas longtemps sur justement que le son qu'elles émettent quand elles nagent, quand elles sont dans l'eau, amène vraiment des changements déjà au niveau de l'eau et de tout ce qui se trouve la mémoire la mémoire de l'eau et tout ce qui se trouve dans l'eau. J'en suis convaincue. Je l'ai vécu plusieurs fois. Je me suis retrouvée au-dessus d'une baleine. J'étais à Hawaï, normalement on n'a pas le droit de nager quand il y a une baleine qui arrive, on doit remonter sur le bateau. Autant avec les dauphins on peut nager, mais pas avec les baleines. Et là, ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une baleine qui arrivait du large. Moi, j'étais de l'autre côté du bateau avec mon compagnon. On était tous les deux dans l'eau. Il y avait une autre participante qui était avec nous, une américaine. Et on regardait les dauphins. Et d'un coup, en fait, cette baleine qui arrivait de l'autre côté du bateau, au moment où elle est arrivée sur le bateau, elle a plongé, elle est passée en dessous. Et nous, on était de l'autre côté. Et il y avait le capitaine qui disait « Gars, sortez, sortez, sortez », etc. Et nous, on a fait « on n'entend pas ». C'était un petit peu bon, bref. Mais alors, il y a cette énorme baleine qui nous passe dessous, mais quoi, à 400 mètres. Et ce volume, cette masse, et en même temps l'œil de la baleine, parce que moi j'ai croisé son regard, et là j'ai eu l'impression qu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, toute la sagesse du monde, elle est là. Elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes, elles portent toute la connaissance, et tout l'amour du monde. Et donc pour moi, elles font un travail phénoménal. Ça m'a ouvert le cœur. Alors déjà avec les dauphins, mais alors là la baleine, ça a été tout comme ça. Et en fait, mon rêve aujourd'hui, c'est de emmener les humains, emmener les personnes nager avec les baleines. De plus en plus, faire découvrir ça. Alors, je pense qu'avec ce que vous venez de nous expliquer, il y a bien des gens qui vont avoir envie de se libérer totalement de leur peur, de leur phobie de l'eau, peut-être pouvoir vivre cette expérience. Je crois que vous avez donc écrit, je crois pas, je sais que vous avez écrit un livre
Vous pouvez peut-être le présenter, on le remettra à la fin de la vidéo pour les personnes qui souhaiteraient l'acquérir. Est-ce que vous pouvez le montrer Alors, à la caméra Voilà, qui est là? ce livre s'appelle Libérez-vous de vos peurs grâce à l'aquathérapie. Il a été édité aux éditions Josette Lyon de chez Guy Trédaniel. Je l'ai écrit en 2010. Il est épuisé aujourd'hui. Et en fait, je suis en train de refaire une nouvelle édition avec. Je rajoute des choses, j'approfondis en fait. Voilà. Très bien. Donc, il va sortir là prochainement. Et c'est aussi un livre qui va s'adresser aux aquaphobes, mais aussi aux maîtres nageurs. Puisque donc je suis conseiller technique national en aquaphobie et en relaxation aquatique auprès de la Fédération française des maîtres nageurs sauveteurs. Je forme les maîtres nageurs pour qu'ils puissent pratiquer l'aquaphobie dans leur piscine et proposer au grand public en fait cette méthode qui est donc la méthode nager dans le bonheur. Et donc ce livre-là que je suis en train d'écrire va être aussi un guide pour les maîtres nageurs, un complément de leur formation. Et pour les aquaphobes, des outils, des exercices pour pouvoir aussi pratiquer de leur côté. D'accord. Pour les personnes qui souhaiteraient s'adresser à vous, les séances, est-ce que ce sont des séances individuelles? Est-ce que ce sont des séances en groupe? Et en règle générale, bien sûr parce que c'est du cas par cas, combien de séances il faut compter environ pour pouvoir se libérer d'une phobie? Alors, c'est une question qui est difficile à répondre parce qu'on touche quand même donc une phobie. En fonction du lâcher-prise de la personne, en fait, tout est là. C'est-à-dire que la personne qui va s'abandonner, qui va oser, qui va lâcher prise très vite, évidemment, ira plus vite qu'une personne qui est dans la retenue, qui a plus de cuirasse, on va dire, pour se libérer. Donc, c'est difficile de répondre à ça. D'une manière globale, j'ai des personnes qui ne veulent pas se mélanger dans un groupe, ça arrive, mais d'une manière globale, un stage en groupe est beaucoup plus efficace qu'une séance individuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet miroir. C'est-à-dire, quand quelqu'un a raconté son histoire, il y a des gros traumatismes. On n'a pas parlé de l'origine des peurs, mais il y a des gros traumatismes avec des gens qui ont été maltraités par l'eau, qui ont failli se noyer. L'aspect culturel aussi, on n'est jamais allé dans l'eau. La vie fœtale, on sait que l'origine des peurs quand même est très 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 variée. Et donc, il y a des histoires qui sont racontées en début de stage. Et cette même personne qui a vécu quelque chose de très lourd va lâcher prise très vite, par exemple. Donc la personne qui est à côté, qui elle a une histoire peut-être bien moins traumatisante, va se dire « Waouh, mais si elle y arrive, je peux y arriver. » Alors que moi, je suis le maître nageur. On ne peut pas s'identifier au maître nageur. Par contre, s'identifier à quelqu'un qui elle-même a la même peur ou lui-même a la même peur, voire plus, et elle va réussir dans cet exercice, évidemment, c'est stimulant. Donc moi, personnellement, j'ai constaté que j'ai de meilleurs résultats en groupe qu'en séance individuelle. Je fais des stages qui durent soit sur des week-ends ou sur des semaines, des petites semaines. C'est 5 jours en général du lundi au vendredi. L'été en mer, à Théoule-sur-Mer, puisque je suis sur la Côte d'Azur. Mais j'organise aussi des séjours. Par exemple, là, au mois de février, j'organise un stage à la montagne, au Sauze, c'est au-dessus de Barcelonnette. Pourquoi là-bas? Parce qu'il y a une piscine absolument sublime qui fait 25 mètres. On est au pied des pistes, je loue la piscine. Et donc tous les matins, on fait un stage en piscine et l'après-midi, raquette. J'aime bien associer stage, dépaysement. Je fais des stages aussi à l'étranger. Donc là, je vais remettre en place des stages en Grèce, à Djerba. J'en ai fait beaucoup au Maroc. Voilà, donc on associe en fait dépaysement et la démarche de l'aquaphobie. Et ça aide beaucoup en fait.
au niveau de la psyché, au niveau de la travail, psyché, ouais. absolument. Et puis du lâcher prise, en même temps il y a une cohésion de groupe, parce que dans un stage, les personnes sont vraiment... c'est une grande famille. Ouais. Le temps du stage, c'est une grande famille. À chaque fois, les personnes me disent « Ouais, mais notre groupe était exceptionnel. » À chaque fois, il est exceptionnel. Pourquoi ? On est dans ses vulnérabilités. La personne est authentique dans ses peurs. Bas les masques, on est en maillot de bain, pas de bijoux, enfin bref. Donc là, waouh, ça pose. Donc je ne connais pas de moment où l'humain est aussi authentique dans ses vulnérabilités que dans ces moments-là. Et pour les personnes qui ne veulent pas se mélanger à des groupes, par exemple, puisque aussi sur la Côte d'Azur, il faut savoir qu'il y a des personnes qui préfèrent être dans leur intimité chez eux, dans leur piscine, alors la progression va être plus ou moins rapide en fonction de leur capacité à lâcher prise. Donc moi, ce que j'amène, c'est quand même ça, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise. C'est montrer l'exemple par mimétisme. C'est la clé. Et je travaille beaucoup dans le mimétisme, beaucoup dans le jeu, dans le mimétisme. C'est-à-dire, on va jouer, allez, vas-y, joue. Fais ressortir cet enfant intérieur. Non, évidemment, c'est plus facile de monter la mayonnaise avec un groupe qu'avec une personne seule. Voilà. Donc, ensuite, je propose des séances hebdomadaires. Là, j'interviens à la piscine du Grand Bleu à Cannes tous les samedis, de 13h à 14h. Il y a des personnes qui ont normalement déjà fait un stage et qui viennent continuer leur progression. Parce que c'est pas un coup de baguette magique. C'est pas parce que tu as fait un stage, si on prend la relativité du temps. Moi, je nage depuis l'âge de 5 ans, à raison de 3 fois par semaine pendant 1h30, plus des compétitions. C'est des heures et des heures de pratique. Et avant d'avoir une aisance aquatique, d'acquérir des automatismes pour nager, se déplacer comme il faut, ça veut dire qu'il faut pratiquer. Bien sûr. Et c'est pas en même une semaine sur 3 heures par jour que voilà, c'est terminé. Ensuite, il faut continuer à approfondir. C'est-à-dire que quand les personnes ont fait un stage, il est fondamental de garder un contact avec l'eau. D'accord. Une pratique régulière. Pour que ça s'ancre Exactement. cellulairement, Et que ça la s'ancre, déprogrammation c'est ça. soit bien efficace. Complètement. Je crois savoir que vous faites quelque chose qui s'appelle les petites sirènes. Oui. Vous voulez nous en parler ? Alors, les petites sirènes. Pourquoi les sirènes ? Les sirènes, c'est le monde féerique de l'eau, de la femme poisson. C'est ce que je ressens chez moi, puisque je nage depuis très longtemps en monopalme. Et quand ils ont sorti les petites monopalmes pour enfants avec les robes, là, j'ai une amie qui me dit, bah voilà, Thaïs, on lui a offert une petite robe de sirène. La gamine, elle devait avoir 7-8 ans. Donc c'est la fille d'amis à moi. Et elle arrive sur la plage en me disant, bah voilà, elle a la robe, mais elle ne sait pas nager avec, elle ne sait pas faire. Ok, est-ce que tu peux l'aider ? Donc moi, je la vois arriver avec sa petite robe, etc. Et là, j'ai vu l'engouement, en fait, sur la plage, et toutes les autres gamines qui arrivaient. Mais t'as eu ça où ? Qu'est-ce que c'est ? Etc. Et j'ai commencé à me prendre au jeu, entre guillemets, en lui montrant quels étaient les mécanismes de l'ondulation, la respiration, etc. Et puis j'ai vu les réactions. Ah oui, mais on va pas là-bas où il y a les algues, hein, Catherine. Ah bon, pourquoi ? Tu sais, là-bas c'est sombre, je veux pas y aller. Ah, d'accord. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, vers les 7, 8 ans, 9 ans, il y a aussi ce monde imaginaire, la Posidonie qui est sombre. En fait, la Posidonie, c'est pas une algue, c'est l'herbe de mer. Et je me suis dit, waouh, hormis le côté féerique de la petite sirène, c'est le moyen de les amener dans les algues, voir les poissons, et démystifier en fait tout cet imaginaire de requins qui vont venir me bouffer, etc. etc. Et donc là, j'utilise en fait les petites sirènes en leur disant, ben voilà, maintenant tu fais partie du monde des mammifères marins, t'es comme un dauphin, t'es comme une baleine. Et donc, on va s'amuser sous l'eau. Donc, tu peux pas, une sirène, elle n'a pas peur des algues. On va aller les toucher. On va aller voir la Posidonie. Je les fais toucher. Parfois, je leur fais prendre un petit bout. Ah, c'est ça la Posidonie. Bah oui, c'est ça. C'est de l'herbe dans l'eau. Et les poissons. Oh, je veux pas avoir de poissons. Pourquoi tu veux pas avoir ? Mais si, va voir les poissons. Et alors, pour la petite histoire, un jour, j'ai une petite qui me dit...
Mais dis donc Catherine, qu'est-ce qu'elles mangent les sirènes? Parce que là, elles rentrent dans l'imaginaire total, quoi. Elles sont des sirènes. Qu'est-ce qu'elles mangent les sirènes? Et là, je me dis, qu'est-ce qu'elles mangent les sirènes? Et me vient l'idée, elles mangent des sardines. Des sardines. Elle me dit des sardines. Mais comment elle fait pour faire le barbecue sur la plage avec sa queue? Et là, j'ai trouvé ça excellent, excellent. Donc, voilà, comment je les amène en mer. Moi, je ne fais pas en piscine les sirènes, mais en mer, ça a une dimension incroyable. Donc, on démarre de la plage, il y a une initiation, surtout la respiration, parce qu'il ne faut pas croire, mais la nage des sirènes, c'est quand même les apnées. Faut maîtriser son souffle. Et c'est là qu'on commence à devenir vraiment aquatique, en fait. C'est quand on commence à pouvoir rester un certain temps sous l'eau, qu'il se passe quelque chose sur un plan physiologique au niveau cardiaque, le rythme cardiaque descend, et là on va pouvoir vivre un instant absolument magique. Et donc, une fois qu'elles ont fait cette initiation à partir de la plage, nous avons un bateau, donc c'est un Zodiac, nous partons dans les calanques de l'Estérel, et on les emmène donc nager au large avec les parents, et on leur fait un shooting photo sous l'eau. Donc ça, c'est mon compagnon qui fait des photos absolument sublimes sous l'eau, où on les voit faire des figures avec les bulles, la lumière, les rayons du soleil. C'est juste incroyable. On passe sous des arches, puisqu'on va à l'île aux Vieilles, à Antéor. Voilà, on va aux îles de Lérins. Enfin, donc c'est absolument extraordinaire. Mais ça s'adresse aussi aux petits garçons, hein, puisqu'on parle des filles, mais en fait, les garçons s'appellent des tritons. Hein. Et pareil, on leur met le fait d'avoir les jambes dans cette robe de sirène, nous permet d'avoir une véritable ondulation. Donc je leur apprends vraiment le mouvement d'ondulation, et c'est là qu'on sent la glisse. Parce que quand vous avez une monopalme ou une robe de sirène, en fait, c'est le mouvement d'ondulation qui va faire que votre glisse est beaucoup plus propulsive. Donc, d'un simple mouvement où on n'avancerait pas, là, on avance vraiment. Donc, on sent ça. Et c'est sublime. C'est extraordinaire. On va sous l'eau. Catherine, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour votre histoire. Je pense que ça peut vraiment donner envie à des personnes qui ont ces phobies, quelles qu'elles soient, et peut-être de s'adresser à vous, ou à des personnes comme vous, pour vraiment dépasser cette peur. Et moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que c'est vraiment par le jeu et par la reconnexion à l'enfant intérieur qu'on peut se libérer, hein, bien sûr avec toutes vos techniques et votre méthode. Alors un grand merci à Catherine, et puis vous pouvez retrouver toutes les coordonnées de Catherine à la fin de cette vidéo. Vous trouverez sa carte de visite. Et puis nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle interview, mais aussi avec Catherine pour une prochaine fois et pour un tout autre sujet. Mais je ne vous en dis pas plus. En attendant, prenez soin de vous.